Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle séance de notre cycle Faire campagne de l'Antiquité à nos jours. Bien évidemment, nous avançons dans le temps et nous passons à la Seconde Guerre mondiale, avant pour les deux prochaines séances d'aborder des époques plus contemporaines. Nous recevons ce soir le lieutenant-colonel Rémi Porte, qui travaille à côté, qui est venu en voisin en quelque sorte. En sortant du bureau. Voilà. Qui travaille au Centre de doctrine et d'emploi des forces, sous-entendu de l'armée de terre, hein, et qui, certains d'entre vous le connaissent peut-être, qui est déjà l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la Première Guerre mondiale, hein, puisque c'est surtout là-dessus que tu avais fait ta thèse d'une part, mais que tu as publié. Je ne vais pas faire la liste de tous les bouquins, mais je peux en citer quand même un ou deux. Au moins s'il n'y avait pas le dictionnaire de la Grande Guerre, si je ne m'abuse, que tu avais fait avec le professeur Cochet de Nancy, de Metz, et qui était paru chez Bouquin, oui. Hein, et qui était un excellent ouvrage, et puis beaucoup d'autres, mais puis on attend toujours tes publications avec impatience. J'ajouterais aussi que tu tiens un blog, rappelle-moi le nom, Guerre et Conflit. Au pluriel. Au pluriel, un blog pour lequel je fais un peu de pub parce que c'est un blog qui est vraiment d'utilité publique, comme on dit, puisque tu y suis véritablement l'actualité éditoriale française, de langue française essentiellement, sur les questions proches, on va dire, tournant autour des questions militaires et stratégiques. Histoire et histoire militaire. C'est ça, histoire et histoire militaire, et qui est vraiment un blog intéressant et utile, j'insiste bien là-dessus. Voilà, que puis-je dire d'autre, outre le fait que tu es historien à l'origine, tu es transmetteur. Oui. et que c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Voilà, en attendant, écoute, tu as la parole pour 1 heure, pour nous présenter donc cette campagne que tout le monde connaît ou croit connaître, cette campagne célèbre d'Afrique du Nord, de Libye, en 1942, mais sous un angle, cette fois-ci, un peu particulier, si je ne m'abuse. On va essayer. Rémi, tu as la parole. Merci. Bonsoir, et puis merci à Laurent. Je ne suis pas sûr que le micro soit indispensable. Merci à Laurent pour son invitation. Donc effectivement, la campagne que les Britanniques appellent du désert occidental, c'est-à-dire pour nous, tripolitaine, cyrénaïque, la Libye italienne, avec un gros focus sur 1942. 1942 parce que c'est l'année de Bir Hakeim pour nous, de l'Allemagne pour les Britanniques. Et c'est l'année où la situation bascule sur ce théâtre d'opération. Quelques remarques liminaires en introduction. Hein. D'une part, la question des sources, on évoquait à l'instant les archives. La plupart des archives originales de la première brigade française libre ont été détruites. Le JMO a été reconstitué après sur la base des souvenirs, des papiers personnels des uns et des autres et des témoignages des acteurs. Du fait des combats, du fait des mouvements incessants, du fait des allers-retours dans la profondeur. Non. Donc, des archives qui certes existent. Il y a bien un JMO, par exemple, de la première BFL, mais c'est ce qu'un historien appelle un JMO sujet à caution quand même, puisque réécrit a posteriori sur la base des souvenirs et des documents partiels conservés par les uns et par les autres. Sinon, on trouve bien évidemment les témoignages des acteurs, à différents niveaux dans les hiérarchies des différentes armées. On a évidemment les mémoires de Rommel, et puis du côté britannique on en a aussi, et puis du côté français on en a aussi. Et puis on a une bibliographie qui... alors je parle pour le monde francophone, hein, le monde français essentiellement, qui s'étoffe régulièrement. Hein. On a assez ponctuellement un ouvrage sur Bir Hakeim. Et ce sera ma dernière partie, hein, sous un prisme particulier qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'on a eu les ouvrages de Broche, on a eu les ouvrages de Lormier récemment, etc.
c'est à la fois très franco-français, et puis on se demande comment les Britanniques auraient fait pour gagner la guerre sans les FFL. Et là, on rentre dans la geste gaulliste, hein, telle qu'elle a été reconstruite au fur et à mesure. Donc on va essayer de voir ces différents points. Il m'a semblé intéressant d'étudier ces opérations. Alors je vais laisser la même carte tout le long de mon propos, hein, puisque vous avez là les différentes périodes. Hein, et nous, on va se centrer sur cette période-là. En ayant une vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'on pourrait étudier le siège de Tobruk en tant que tel, on pourrait étudier Bir Hakeim en tant que tel, El Alamein en tant que tel, ça a déjà été fait d'ailleurs. Hein. Ce qui me semble intéressant, c'est de les voir en cohérence, hein, dans leur ensemble, puisqu'on est sur un théâtre d'opération qui est très particulier, entre des dates qui sont bien définies, et dans des compartiments de terrain, hein, alors évidemment étendus, hein, mais qui sont nettement définis également. Et puis, en le prenant un petit peu dans la durée, ça nous permet aussi d'établir des liens. Alors, je sais très bref, parce que ce n'est pas le cœur du sujet, hein, mais par exemple avec l'affaire de Malte, hein, que les Britanniques font tout pour préserver et que les Allemands et les Germano-Italiens bombardent intensivement. C'est aussi en écho avec les Français qui remontent du Tchad, hein. C'est aussi en écho avec les difficultés rencontrées par ces différentes armées dans les domaines logistiques en particulier, hein. Enfin, pour tout le déroulement de ces opérations, là c'est l'ancien Guérelec qui parle, hein, il y a un rôle absolument fondamental, très intéressant à voir, de l'aspect renseignement, écoute, interception, etc. Ne serait-ce que pour les Alliés, par exemple, pour déterminer le départ et le trajet des convois de cargo italiens qui traversent la Méditerranée. Donc, qui sont indispensables à l'Africa Corps et aux troupes italiennes. Hein, à l'Africa Corps et aux troupes italiennes. Donc voilà, vous voyez, si on prend la campagne dans son ensemble, au-delà de l'histoire de tel ou tel combat ou de telle ou telle bataille, on peut vraiment rayonner beaucoup plus largement. C'est pas devant Laurent que je vais prêcher pour l'histoire campagne ou l'histoire militaire globale, mais là, ça s'applique vraiment bien. Alors, quelle est la situation générale au moment où nous allons commencer notre récit? Globalement, l'armée allemande qui est invaincue en Europe depuis 1939 a commencé l'année précédente, en juin 1941, son offensive sur le front russe, où elle a remporté des succès, sans parvenir à s'emparer des grandes métropoles, de la capitale en particulier, mais au printemps 1942, elle reprend son offensive à l'Est. Pour ce qu'on pourrait appeler, alors de façon presque anachronique, hein, un front ouest, on a eu le raid sur Dieppe, qui est un succès, et on aura en août 1942, un succès relatif, mais et on aura en août 1942 l'échec cuisant du raid britannique, canadien, pardon, sur le nom m'échappe, pardon, oui, le raid sur Saint-Nazaire et le raid sur Dieppe, qui est un échec. Ouais. Sur le théâtre européen, les Britanniques sont toujours seuls. Les États-Unis sont rentrés dans la guerre, mais leur effet, leur aide ne se fait encore sentir qu'au plan matériel et financier, ce qui leur permet de tenir, bien sûr. Hein. Mais les Américains, en tant qu'armée, ne vont intervenir dans la bataille qu'à partir de l'automne et du débarquement au Maroc, hein, en Afrique du Nord. Enfin, l'année précédente, les Balkans et la Crète ont été perdus, et donc il ne reste que Malte. Alors la position de Malte est extrêmement intéressante parce qu'entre Gibraltar et l'Égypte, vous voyez bien la position complètement stratégique, et puis la proximité avec les côtes italiennes, étant entendu que l'armée italienne
leur prise au sens large, hein, troupes métropolitaines et troupes indigènes, troupes coloniales de Libye, et l'Africa Corps allemande, alors montant en puissance progressivement, dépendent totalement du cordon ombilical que constituent les convois de navires qui partent d'Italie pour venir la ravitailler. Hein, qu'il s'agisse de cargos, de tankers, etc. etc. Pendant une période où les Britanniques vont vraiment faire un effort massif pour attaquer les cargos italiens et la marine italienne, le seul renfort que recevra Rommel, au maximum, c'est par rotation aérienne successive 75 hommes par jour. Un renfort de 75 hommes par jour quand on est engagé, vous voyez ce que ça représente. Donc c'est tout à fait marginal. Quelle est la situation plus précisément en Afrique du Nord? Vous le savez d'ailleurs, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, mais globalement, depuis l'été 1940, c'est des allers-retours plus ou moins profonds d'ouest vers l'est ou d'est vers l'ouest. Attaque italienne qui cesse assez rapidement une fois la frontière égyptienne franchie, contre-attaque britannique, et globalement tout va se dérouler entre Tobrouk et El Aghelia, hein, globalement. L'arrivée de Rommel va changer les choses, mais d'abord au point de vue moral. Hein. À l'automne 1940, la grande offensive britannique, à la fin de l'automne, hein, la grande offensive britannique qui est lancée, les Britanniques attaquent en sous-effectif, mais avec une supériorité matérielle. Hein, globalement, on a 120 000 Italiens et troupes coloniales italiennes contre 36 000 Britanniques. Par contre, les Britanniques disposent de 275 blindés, et les Italiens au total de 120 blindés. Et le rapport en termes de matériel, et pour l'aviation, le rapport est encore pire. Donc, ça se traduit par quoi? La quasi-destruction de la 10e armée italienne, hein, qui disparaît dans la tourmente. Au total, les Britanniques vont détruire 600 véhicules de tout type, hein, blindés, artillerie, etc., véhicules de liaison. Bon. Et on s'aperçoit dès cette époque que tout succès allié est immédiatement instrumentalisé, mis en exergue, utilisé, et en particulier par Churchill, parce que c'est un moyen à ce moment-là, les États-Unis sont encore neutres, hein, c'est un moyen pour lui de faire pression sur le gouvernement de Washington. Alliés, ça veut dire germano-italien. Non, quand je parle des alliés, c'est les alliés occidentaux. Les alliés, pardon, oui. En particulier par Churchill. Ça lui permet de faire pression, au moins moralement ou par voie de presse ou de radio, sur le gouvernement de Washington pour obtenir des subsides, des matériels à crédit, etc., etc. À cette époque-là, donc à la fin de l'année 40, on a une compagnie française, hein, une compagnie de Français libres qui est engagée aux côtés des Britanniques. Rapidement dédoublée, on aura un bataillon de compagnie, un petit bataillon à 2 compagnies de Français libres engagés dans cette zone. Ce qui est intéressant de noter, c'est que les Italiens, depuis qu'ils ont colonisé la Libye, très difficilement d'ailleurs, hein, n'ont pas fait ce qu'ont fait les Britanniques en Égypte. Ils n'ont pas construit de voie ferrée. Donc il y a une mauvaise route côtière qui est à peu près le seul axe de circulation possible. Tous les belligérants vont en pâtir, mais en particulier ceux qui sont les plus éloignés de leur base, c'est-à-dire les germano-italiens, puisque pour obtenir du ravitaillement, on a quelques ports, hein, sachant que Tobrouk va bientôt tomber, tandis que les Britanniques, eux, ont leur base arrière du delta du Nil, qui est un immense réservoir, une immense armurerie, un immense dépôt de troupes, hein, progressivement. C'est-à-dire que pour les Britanniques, c'est relativement facile pour défendre l'Égypte. Dès qu'ils rentrent dans la colonie italienne, ils se trouvent également confrontés à des questions de convois logistiques dont le nombre et la circulation sont limités.
Et pour les Italiens ou les Allemands, c'est extrêmement difficile parce qu'ils reçoivent relativement peu de ravitaillement par rapport à leurs besoins à partir de l'Europe continentale. Et une fois que ce ravitaillement est débarqué, ils ont les plus grandes difficultés à l'acheminer vers la zone des combats. Alors Rommel est désigné un peu avant la mi-février 1941, et c'est la montée en puissance de l'Africa Corps, alors qu'il va changer à 3 ou 4 reprises de nom et d'appellation, enfin, qui reste connu sous le nom d'Africa Corps, avec au départ 2 divisions, une division blindée qui est la 15e, et puis une 5e division d'infanterie légère, bon, qui va être transformée en 21e division blindée, mais qui reste du blindé léger. Et progressivement, on va y rajouter une division d'infanterie, la 90e. Et Rommel voit ses renforts arriver globalement entre le 15 février et le 15 mai. Pourtant, dès le 24 mars, donc dès qu'il a ses premières troupes effectivement disponibles, il se lance dans la contre-attaque. Ça, c'est la vue numéro 3. Il attaque dès qu'il a les premières troupes disponibles, ce qui lui permet de récupérer l'ensemble de la Cyrénaïque jusqu'à la frontière égyptienne, à l'exception de Tobrouk, qui est investi, qui est encerclé, mais où les Britanniques se renforcent et que les Britanniques ravitaillent par mer. Dès le début, très rapidement, alors il faut se souvenir que Rommel a été lieutenant et capitaine dans les troupes alpines pendant la Première Guerre mondiale et qu'il est un des héros de l'offensive de Caporetto, où il est l'officier subalterne allemand avec son détachement de l'Alpenkorps qui pénètre le plus loin dans les lignes italiennes à l'automne 17. Donc il n'a pas gardé un souvenir extraordinaire du soldat italien, pour tout dire. Et très rapidement, il va se plaindre à la fois dans ses correspondances officielles et dans ses correspondances privées, qui ont été publiées depuis, en partie au moins. Il va se plaindre de la qualité du soldat italien, de son manque de morale surtout, de son peu d'aptitude à résister au feu dans la durée. Et puis il va se plaindre du manque de soutien dont il dispose, alors à la fois du général italien auquel il est théoriquement subordonné sur le théâtre d'opération, et puis du peu d'appui qu'il reçoit. Il exige, il demande de façon très pressante en permanence de l'essence, des munitions, de l'essence, des munitions. Là, ce n'est pas nécessairement la faute des Italiens, il y a aussi les conditions d'approvisionnement. Mais tout ça pour expliquer qu'on n'est pas obligatoirement dans un climat de confiance entre les deux alliés, entre les deux puissances de l'Axe sur place. Et puis, phénomène intéressant aussi, on en a beaucoup parlé, et il commence pratiquement dans les 3 semaines qui suivent son arrivée sur la zone. Il est parfaitement conscient de son déficit en matériel, et il commence presque tout de suite à faire construire sur des carcasses de véhicules des silhouettes de chars, des silhouettes d'engins blindés, avec lesquels il espère leurrer les unités de reconnaissance britanniques dans la profondeur. Pour aussi expliquer le manque de matériel et d'effectifs dont il se plaint, il faut se rappeler qu'en juin 1941, l'offensive sur le front oriental commence, Barbarossa, et qu'à partir de 40... Alors c'est déjà la priorité de l'OHL, du haut commandement allemand, et qu'à partir de 1942, il n'est même plus question d'envisager d'envoyer vraiment des renforts en Afrique du Nord, qui est devenu un théâtre complètement secondaire pour le commandement allemand. La seule priorité, c'est le front russe. Il aura quelques promesses d'Hitler, mais qui ne se traduiront pas en actes quand il faudra effectivement transférer des unités ou embarquer du matériel. Donc c'est une contre-offensive audacieuse qui lui permet de reconquérir toute la colonie italienne, avec cette particularité, alors qui tient au personnage, qu'il est lui-même dans son avion de reconnaissance au-dessus des premières lignes, qu'il a son véhicule de commandement comme il l'a fait pendant la campagne de France, quasiment avec l'escadron de reconnaissance et d'éclairage en tête du dispositif. Voilà, et il pousse ses lieutenants-colonels, il pousse ses chefs de corps au plus près et toujours plus vite. C'est donc un succès qui tient surtout à la rapidité du déplacement.
Et là, on rencontre une caractéristique de l'armée britannique sur ce théâtre qui va lui coûter très cher à l'été 42, qui est cette tendance à concentrer des effectifs enterrés en défensive, organisés en défensive. On a beaucoup moins que chez Rommel une volonté, une aptitude à la mobilité. C'est à l'occasion de cette campagne où il est en sous-effectif matériel, enfin en déficit matériel très fort, hein, qui raconte qu'il va détruire 3 bataillons blindés britanniques. Ses troupes vont détruire 3 bataillons blindés britanniques, et il expliquera, et là ça nous fait écho à mai-juin 40 pour la France, hein, si les Britanniques avaient engagé leurs 3 bataillons en même temps, on était écrasés. Heureusement, ils nous les ont offerts un après l'autre à un jour d'intervalle. Donc, apparaît aussi à ce moment-là quelque chose qui va être extrêmement important en 1942, c'est-à-dire que les combats abandonnent en partie la zone côtière et la route côtière pour commencer à passer par le sud. C'est-à-dire essayer de contourner le dispositif ennemi par le désert, en fait. Mais ce n'est pas sans poser de problème. C'est à la fois un allongement des distances, mais c'est aussi des unités qui sont plus sensibles aux attaques de l'aviation, aux attaques par voie aérienne. Et puis ça pose tout bêtement des problèmes d'unités qui se perdent. Et on a X cas. Parce que le convoi logistique, je pense aux unités logistiques, hein, le convoi logistique qui va partir vers l'intérieur va parfois être obligé de rouler de nuit, feu éteint, pour ne pas être repéré par les avions, parce qu'il n'a pas de défense en propre. On va lui joindre quelques véhicules, un véhicule devant, un véhicule derrière, mais il n'a pas de vraie puissance de feu pour se défendre contre une attaque aérienne. Hein. Et à cette période, on a 2 noms qui rentrent dans l'histoire. Hein. Alors c'est ce qui est marqué 6 et 7 ici, hein. C'est Soloum et Al-Faya. En fait, on est sur vraiment la frontière égyptienne, et ce sont 2 passes d'école relativement étroits. Alors là aussi, on est toujours dans les mêmes problématiques. Hein. On a un cheminement, on a une voie de communication, et qui tient solidement en défensive le col peut tenir longtemps. Et là aussi, on assiste à des manœuvres d'encerclement, à des débordements par l'arrière. Au point de vue tactique, c'est assez intéressant. Très rapidement, les Britanniques, alors à Londres, cette bataille de l'été et de l'automne 41 et la conclusion de la bataille, ça provoque quand même un choc. Et à Londres, on décide de renforcer très rapidement l'Égypte. Il y a par exemple un convoi qui est connu, le convoi Tiger, hein, qui amène alors en un seul mouvement de navires, hein, 238 chars et 43 Hurricanes qui débarquent à Alexandrie, quoi. Donc le temps de décharger les bateaux, 238 chars de plus, quoi. C'est quand même énorme. Ce qui va permettre aux Britanniques, alors changement, hein, Wavell a été remplacé, Auchinleck prend le commandement, et ce qui va lui permettre de lancer à son tour sa contre-offensive, et on repart vers l'ouest, avec un rapport de force qui est intéressant. Hein. En ligne pour les Britanniques, 710 chars contre 320 pour les Germano-Italiens, et pour les Britanniques, 700 avions contre 300 pour les Germano-Italiens. On est plus dans un rapport d'1 sur 2, quoi. Non. Sachant que les Britanniques ont par ailleurs en réserve dans le delta du Nil presque 500 blindés. C'est-à-dire qu'ils peuvent remplacer les pertes. Une fois de plus, la question des lignes de ravitaillement se pose rapidement. Tant que les Britanniques sont dans la première phase de leur contre-attaque, ils bénéficient de la voie de chemin de fer qu'ils ont presque jusqu'à Soloum, et ils sont proches de leur base. C'est-à-dire qu'ils sont directement recomplétés, soutenus, et ils peuvent poursuivre l'offensive, exploiter leur succès. Les Germano-Italiens, au contraire,
alors déjà contraint de se replier, dans une région où on a peu de points d'appui, où on peut organiser difficilement, où il y a peu de points où on peut organiser de vraies positions de résistance, sont contraints progressivement de reculer de plus en plus vite jusqu'à la ligne qui leur permettra de tenir. Et cette ligne, c'est celle qui est la plus proche des ports de débarquement du soutien. À cette époque, en décembre 1941, les Alliés, les Britanniques, coulent entre 50 et 60% du tonnage chargé en Italie. Ou détruisent entre 50 et 60% du tonnage chargé en Italie. C'est énorme. Hein. Sachant que déjà ce qui était chargé est de très loin inférieur aux besoins. Et puis, dans le mouvement de va-et-vient, chacun bénéficiant à la suite d'un échec, d'un sursaut des gouvernements, alors Londres, Rome et Berlin de l'autre côté, qui lui amène assez rapidement un certain nombre de recomplètements, de renforts de matériel. Rommel reprend l'offensive à partir de janvier 1942, en 2 phases, 3 phases même, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Globalement, au printemps, les lignes la ligne de confrontation est stabilisée sur un axe qui fait à peu près Tobrouk, 8 c'est Birakem, hein, donc 70 km au sud, Tobrouk, Birakem. Et chacun se prépare pour la grande offensive d'été qu'il veut lancer. Alors quelle est la place des Français dans le dispositif ? Alors d'une part, il n'est pas étonnant de trouver des FFL dans la coalition alliée, côté britannique, puisqu'on a une présence militaire à la fois en Afrique, à la fois au Levant, et que parmi les théâtres d'opération actifs, on a engagé les hommes de Monclar en Érythrée l'année précédente, et on a donc un réservoir d'hommes qui a été basculé sur le Levant après la guerre franco-française de 1941, et donc on peut constituer une grande unité interarmes. Il y a de la ressource. Et évidemment, le premier emploi possible pour des troupes françaises reconstituées sur le Liban-Syrie, c'est de descendre par la Palestine, le Sinaï, et d'arriver en Égypte. Donc leur présence en elle-même n'est pas étonnante. Là aussi, il faut relativiser les choses. Quelques ordres de grandeur. Globalement, à l'époque, les FFL, c'est de l'ordre de 15 000 hommes environ, mais qui doivent assurer la garde de tous les territoires de l'Empire qui ont rallié De Gaulle. Plus un certain nombre qui sont ou à l'instruction, ou en Grande-Bretagne, etc. etc. Donc la ressource dont dispose le gentilhomme au Levant, c'est globalement 5 000 hommes. Un petit peu plus. Sur ces 5 000 hommes, pratiquement aucune unité élémentaire n'est correctement équipée. Donc c'est des gens qu'il faut totalement rééquiper. Et puis, autre importance de la présence française, c'est l'effet politique direct. Là, c'est une directive claire de De Gaulle, hein, qui donne pour consigne que la première unité interarmes qui sera jugée opérationnelle soit immédiatement engagée en Égypte. Alors la première BFL de Koenig, c'est en chiffre rond un peu plus de 3700. Sur Birakem, il y aura une petite centaine de Britanniques. Allez, ils commandent 3800 hommes en chiffre rond. 5 bataillons d'infanterie, 3 coloniaux, 2 de légion. Voilà. Et on est dans un véritable melting pot de nationalités. Vous savez, la présence du bataillon du Pacifique, etc., etc. Donc du côté français, on a des gens qui viennent de tout l'Empire, en fait. Hein. Mais du côté allié, c'est exactement la même chose. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc depuis décembre 1940, on a cette décision de De Gaulle d'engager les FFL en Afrique. Ils sont intervenus en Érythrée, ils interviennent maintenant en Égypte. Il faut aussi noter un facteur quand même significatif, même si la guerre sert souvent d'accélérateur de carrière.
ne faut pas oublier que Koenig, il était capitaine en 40, au moment de l'opération de Norvège. Si on prend son état signalétique des services, capitaine en juin 40, il est commandant au Gabon, donc il rejoint De Gaulle, il est commandant au Gabon, il prend le commandement militaire du Cameroun, il est lieutenant-colonel, et au printemps 41, un an après, il est colonel chef d'état-major au Levant. Et en juillet 41, il est général de brigade. Ça explique aussi une partie du discours qu'il tiendra après 1945 et des écrits qu'il aura après 1945. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette première BFL? On trouve essentiellement de l'infanterie, une bonne représentation en anti-char et en anti-aérien. Par contre, ils sont très pauvres en artillerie lourde. Ils ont du 75, des calibres autour de 80 et quelques britanniques, et pratiquement pas de véhicules blindés. Ils n'ont pratiquement pas de chars. Les quelques-uns qu'ils ont sont, entre guillemets, prêtés par les Britanniques voisins. Et puis on a dans cette unité qui va arriver sur Bir Hakeim, alors des noms fameux, vous avez Amil Akbari, vous avez Broch, vous avez Mesmer, vous avez, bon, etc. Il y a vraiment des gens qui sont passés dans l'histoire. Ce qui explique aussi qu'on ne critique pas Bir Hakeim. Alors le premier combat de ces Français, à partir du moment où ils arrivent sur le théâtre d'opération, se déroule, on l'a pas là, sur la passe 6, là, où est-ce que je l'avais? Voilà, là-haut, là. Se déroule au niveau de la passe d'Al-Faya, là, du col d'Al-Faya, en janvier 42. Et puis, les Allemands étant repoussés, les Britanniques ayant surtout pour objectif Tobrouk, il faut sauver, il faut garder Tobrouk, il faut se joindre aux troupes assiégées dans Tobrouk, vont faire porter l'essentiel de leur effort, et puis c'est aussi dans les usages de la guerre dans la région, sur la bande côtière avec la route côtière. Donc globalement, presque les 2/3 de l'effectif britannique ou allié est sur cette étroite bande côtière en direction de Tobrouk. Et puis un gros tiers, un peu plus vers le sud, des Sud-Africains, des Hindous et les Français qui vont arriver dans la région. Les Français vont d'ailleurs relever sur Bir Hakeim une brigade indienne, la 150e brigade indienne. Et là, on constate de près immédiatement ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais d'un melting pot des nationalités. Aux côtés alors, des Anglais, des gens des îles britanniques au sens large, vous avez aussi des gens de toutes les dominions, de tous les territoires de l'Empire. Vous avez des Canadiens, vous avez des Australiens, vous avez des Néo-Zélandais, vous avez des Sud-Africains, vous avez des troupes des Indes, mais vous avez aussi quelques Grecs, vous avez aussi des Tchèques libres, etc., 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 quoi. Les Polonais libres. Ouais. Donc c'est vraiment une coalition, entre guillemets, où l'Empire britannique est archi-dominant. Et au sein de l'Empire britannique, où les Anglais, au sens île britannique, ont un total leadership, mais il n'empêche que pour les troupes présentes sur le terrain, c'est des gens qui viennent du monde entier, quasiment. Alors, que vont faire les Français en arrivant sur la zone de Bir Hakeim? Ils vont s'installer en défensive, c'est leur mission. Donc ils relèvent la brigade indienne et ils activent, ils accélèrent tout ce qui est pose de champs de mines. Alors là, il y a un travail de sapeur qui est absolument admirable, avec les champs de mines, et c'est le fameux V qui est au nord de Bir Hakeim, qui est très visible sur les cartes. Ça se voit très nettement. Et puis, un immense souci du détail dans l'aménagement de la position, les véhicules distants les uns des autres, les stocks les jerrycans, les nourrices d'essence séparés des véhicules, les véhicules en partie enterrés pour être protégés contre les attaques aériennes, la partie infirmerie, j'allais dire hôpital de campagne, entre guillemets, soins médicaux, services de santé, également enterrés, trous individuels avec des distances à la fois entre les hommes, entre les groupes, entre les équipes, entre les compagnies, etc. Donc c'est vraiment un très très beau travail d'organisation défensive du terrain.
Et puis, parallèlement, on sait bien que jouer le terrassier, ça n'a jamais enthousiasmé le soldat. Donc il y a toujours beaucoup de volontaires et les gens demandent, les commandants d'unité font presque la queue chez Koenig pour demander à pouvoir être désignés. Il y a ce qu'on appelle les jog colonnes, donc des convois mobiles, des unités mobiles dans le désert, qui vont vadrouiller, qui vont essayer de tâter où se trouve l'ennemi, est-ce qu'il est armé, pas, l'observer, renseigner, bon, etc. etc. La situation dure comme ça, globalement, pendant les mois de... en mars, c'est calme. En avril, ça commence à être plus actif. Et puis le mois de mai. Et de plus en plus, arrivent des comptes rendus comme quoi, on a observé une colonne germano-italienne à tel endroit. On a vu des mouvements dans tel secteur, etc. etc. Et l'offensive de Rommel commence donc à la fin du mois de mai, avec une idée de manœuvre qui est... une manœuvre double, si j'ose dire. On le voit. Une manœuvre de diversion qui est en réalité de diversion directement sur la côte en direction de Tobruk, sachant que les anglo-saxons ont les yeux fixés sur Tobruk, donc ils espèrent y attirer, là, aspirer l'essentiel des troupes britanniques. Et cette composante de ces forces qu'il engage en direction de Tobruk est essentiellement sur la base de divisions italiennes. Là aussi, ce n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que, étant donné la confiance qu'il accorde aux Italiens, il leur confie la manœuvre de diversion. Et puis, une autre aile qui marche vers le sud, toujours ce principe d'entourer, de contourner l'adversaire, qui est avec des divisions italiennes, mais essentiellement en fer de lance les unités allemandes. L'essentiel de l'Afrique Corps avec cette aile sud, cette aile droite qui doit passer par le sud. Les Britanniques, je le disais, se sont essentiellement regroupés sur la côte. Globalement, ils ont l'équivalent de 5 divisions en direction de Tobruk, dans la bande côtière, et 2 divisions et 2 brigades ou 3 brigades, selon les périodes, à l'intérieur, dans le désert. Alors les opérations actives sur Bir Hakeim commencent le 26 mai. Elles vont se poursuivre jusqu'au 10 juin. Je ne reviens pas sur le détail de la bataille de Bir Hakeim en elle-même. Vous savez qu'il y a 2 grandes phases. Et que dans la dernière semaine, ça devient extrêmement dur. Les Français avaient pris soin, en particulier, de faire des stocks d'eau, de faire des réserves d'eau. Mais les réserves s'épuisent, d'autant que normalement, il n'était pas prévu dans le plan de bataille initial qu'ils résistent longtemps sur place. Et donc la résistance durant, les réserves d'eau s'épuisent. Et puis, à partir du 6 juin, Rommel engage des effectifs supérieurs et exerce une pression croissante sur la place que tiennent les Français. Et donc les combats deviennent vraiment acharnés à ce moment-là. Donc, bataille de Bir Hakeim qui est extrêmement connue pour la résistance, la qualité de la résistance. Et si là aussi on fait un ratio d'effectifs, je vous disais que Koenig a 3800 hommes en chiffre rond. Si on compte tout, alors c'est un peu malhonnête, parce qu'il y a évidemment des deuxièmes échelons, tout le monde n'est pas en première ligne, de fait. Mais l'ensemble de la colonne qui est engagée vers le sud par Rommel, c'est 37 000 hommes. C'est-à-dire qu'en chiffre brut, on est presque dans un rapport de 1 à 10. Bon. Bir Hakeim est essentiellement connu, alors outre sa résistance, par l'exfiltration dans la nuit du 10 juin, par la sortie de vive force dans la nuit du 10 juin. Alors c'est intéressant de revenir sur cette affaire-là, parce que c'est peut-être là qu'on a le plus d'éléments à critiquer, quoi. Tout d'abord, les décisions sont prises relativement tardivement, et surtout les ordres sont donnés relativement tardivement au capitaine Gravier, de mémoire, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est le patron des sapeurs sur le site. Parce qu'évidemment, pour faire une sortie de vive force, il faut déblayer une partie du champ de mine. Gravier, c'est du moins ce qu'il écrira, lui,
reçoit des ordres à la fois imprécis et contradictoires. Il part avec ses sapeurs pour commencer à déminer le terrain, un peu trop tard. Et finalement, quand à la nuit, les colonnes de véhicules vont déboucher, d'une part, il n'y a pas la place, il n'y a pas suffisamment de place qui a été dégagée. Et puis, c'est un espace qui est relativement restreint. Hein, et il y a une porte de sortie qui a été aménagée, enfin qui a été dégagée. Et donc, ça devient le bobinard que vous imaginez, avec les colonnes de véhicules qui respectent un ordre approximatif, grandes unités, les unes derrière les autres. Mais à partir du moment où la sortie est commencée et où les germano-italiens réagissent, fusées éclairantes, mitrailleuses, etc., évidemment, ça tourne, sauvons notre peau et chacun pour soi, quoi. Donc la sortie, problème de planif, problème d'organisation. Et puis, vous savez peut-être que lorsque le chef d'état-major de Koenig arrive auprès de la brigade anglaise de recueil, et ça sera d'ailleurs le cas pour Koenig lui-même quand il va y arriver, il y a très très peu de survivants qui ont encore rallié au matin, et ils s'attendent à ce que ce soit une catastrophe. La première BFL est détruite, dit le chef d'état-major, quoi, à son homologue, à l'officier britannique qu'il reçoit, quoi. La brigade a disparu, quoi. Et les gens vont s'éparpiller dans le désert et puis arriver dans la journée par petits paquets, en fait. Voilà. Et pendant une semaine, on va encore voir arriver un véhicule par-ci, 2 véhicules par-là, etc., etc. Donc ça a vraiment été, cette sortie-là, à la fois une affaire d'hommes et une affaire de petits groupes d'hommes avec des cadres de contact. Il y a une vraie faiblesse de planification et d'état-major. Et je reviens à mon capitaine Gravier, le patron des sapeurs, qui est grièvement blessé, qui réussit à s'en échapper, et qui est, entre guillemets, fêté comme un héros au moment où il rejoint tout le monde, et qui est transféré à l'hôpital militaire à Beyrouth, où il sera décoré directement. Vous savez que De Gaulle va faire sa tournée au Levant à ce moment-là. Il va être décoré sur son lit de blessé à l'hôpital, etc., etc. Et puis il va commencer à faire des rapports. Et il va commencer à faire des rapports en disant je n'ai pas reçu d'ordre, Koenig nous a abandonnés. Et si on prend le déroulé de carrière de ce sapeur, il terminera le seul de Bir Hakeim, à la fin des années 60, vieux lieutenant-colonel. Et alors, je suppose que les années s'accumulant, une certaine aigreur monte en lui, et il aura des propos très très durs sur Koenig, et il ne sera pas chassé de l'armée, mais il sera victime d'une quasi-chasse aux sorcières, et ses écrits seront censurés, etc., etc. Il est le, souligné, entre guillemets, officier de Bir Hakeim qui critique Koenig, et qui le critique vertement. Alors tout ce qu'il dit n'est pas à prendre comme vérité absolue, bien évidemment. Une fois de plus, moi je me méfie beaucoup des témoignages des acteurs qui engagent leur tripe dans quelque chose. Parce que après, pour les débriefer, c'est pas facile. Et pour trier le vrai du faux, c'est bon. Mais c'est intéressant de noter que c'est lui qui a mis en place le réseau de mines, c'est lui qui reçoit peu ou prou, plus ou moins bien, l'ordre de déminer un passage, et c'est lui qui après portera les critiques les plus vives. Voilà. Mes critiques les plus vives, dont quasiment personne ne parle jamais. Vous prenez les derniers bouquins de Lormier que j'avais évoqués en introduction, je ne suis même pas sûr que le nom du capitaine soit cité, quoi. Il va y avoir une phrase, mais on n'en parle pas, parce qu'on ne critique pas Bir Hakeim et on ne critique pas Koenig. Alors, sur l'ensemble de la bataille, les pertes allemandes sont sensibles. Globalement, ils vont perdre de l'ordre de 330 véhicules, dont 64 ou 65 blindés. Ce qui n'est pas négligeable à l'échelle de ce théâtre d'opération, où vous avez vu les effectifs et les moyens dont ils disposent. Et surtout, directement en tués, blessés, prisonniers, disparus, plus de 3500 hommes pour les germano-italiens devant Bir Hakeim. C'est-à-dire plus que l'effectif complet, ou quasiment autant que l'effectif complet de la brigade française qui était sur place. Du côté des Français, finalement,
les pertes au combat, bien qu'ils aient été particulièrement meurtriers, hein, il y a des centaines de raids de Stuka ou de raids de l'aviation allemande de la Luftwaffe sur le site, bien que les combats aient été très très durs, il y a finalement assez peu de monde, il y a 178 pertes, tués, blessés pendant la durée du siège. Par contre, on a 980 pertes pendant la nuit de l'exfiltration. Et sur ces 980 pertes, 41 tués, 814 prisonniers, 125 blessés. J'en reviens aux critiques qui ont été émises a priori, puis si on étudie un petit peu le dossier sur le fond, c'est quand même un problème. Alors c'était extrêmement audacieux cette sortie de vive force de nuit. En plus, ils ont choisi de sortir non pas plein est, comme pouvaient s'y attendre les Allemands, mais de sortir sud-ouest et de faire un mouvement tournant pour repartir ensuite, hein, se faire récupérer par les Britanniques au sud et puis repartir ensuite vers l'est. Donc audacieux et risqué. Il n'empêche, et j'aborde là la dernière partie, que tout de suite, dans la presse britannique, la bataille de Bir Hakeim est mise en relief. Je cite, la défense prolongée de la garnison française a joué un rôle essentiel dans le rétablissement des troupes britanniques d'Égypte. Et là, on a peut-être aussi une des clés qui fait que la participation des Français a été autant mise en relief dans cette bataille. Hein, globalement, 150 000 Britanniques engagés, 3800 Français. Bon. Mais le fait de parler de l'héroïque résistance française, ça a évité de parler des erreurs d'appréciation commises par les généraux britanniques avant, et dans la mise en place des troupes britanniques et dans le dispositif adopté par les Britanniques. Je le disais, des échos immédiats au plus haut niveau. Alors, je ne vais pas vous citer De Gaulle, hein, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. Churchill, télégramme dans le même sens, et puis toute la hiérarchie militaire de Catroux, les généraux britanniques en Égypte, Ritchie, enfin bon, tout le monde y va de son télégramme. Et dès le lendemain, le surlendemain, la presse britannique, hein, tout de suite, qui fait ses gros titres là-dessus, le Times, une bataille fantastique et sanglante. Ces hommes, alors visiblement le Times qui a lu De Gaulle, ces hommes sont la France, et la France est dans leurs yeux. Et le Daily Mail, les hommes de la France libre rendent le nom de Bir Hakeim immortel. On est le surlendemain de la bataille. Donc, il y a vraiment, et là, quand j'avais mis en titre de façon un petit peu provocatrice, hein, quand le militaire sert d'abord le politique, alors ça sert bien sûr le politique De Gaulle, France libre, mais ça sert évidemment le politique Churchill, Royaume-Uni. Et il y a, comment dire, conjonction d'intérêts en la matière. Alors, quelle est la suite de la campagne après Bir Hakeim? Rommel, alors, qui a été retenu, va continuer sa progression. Il pousse toujours, alors légèrement vers le nord et surtout vers l'est. C'est la chute de Tobrouk. Et au mois de juillet, c'est la première bataille d'El Alamein. On a en fait 2 batailles à El Alamein. La bataille de juillet se solde par un échec. Il faut savoir qu'il reste à ce moment-là 44 chars à Rommel. Il lui reste sur le théâtre en ligne 44 chars. Donc évidemment, il ne peut pas percer les lignes britanniques, qui, je le rappelle, se trouvent au plus près de leur base arrière du delta. Et donc on s'installe, on creuse des tranchées, on déploie du barbelé, on fait de la guerre de position, de la guerre d'usure, du coup de main, et puis chacun essaye de reconstituer ses forces. Le 30 août, pratiquement un mois et demi plus tard, Rommel a reconstitué, alors il est passé à 440 chars, il dispose de 440 chars, il relance l'offensive sur le même secteur, mais il a en face de lui 700 chars britanniques. Et les Britanniques peuvent déployer sur la zone en question 3 fois plus de canons que lui. Donc il y a un moment où la loi des nombres s'impose quand même. C'est donc un échec. Alors il tente dans un premier temps d'attaquer vers le sud, et puis se voyant bloqué, il remonte vers le nord. Et on sait très bien que dans la quasi-totalité des opérations militaires qu'on peut étudier, faire pivoter une armée à 90 degrés quand elle est engagée, c'est pas simple.
ça ne facilite pas la manœuvre en réalité. Hein. À nouveau, la position se stabilise, les positions se stabilisent, la situation est un petit peu gelée sur le terrain. Les Britanniques font rallier de tout l'empire des Indes, de Mésopotamie, évidemment de métropoles d'Afrique du Sud, etc., des hommes et du matériel, et changent leur commandement. C'est Montgomery qui va prendre le commandement, pardon. Et en octobre 1942, c'est Montgomery qui reprend l'initiative, qui reprend l'offensive. Et là, le rapport de force est extrêmement significatif, hein, je vous le dis. 200 000 hommes hein, contre 104 000 pour l'Axe. Et sur ces 104 000 pour l'Axe, 27 000 Allemands. Le reste étant constitué de nationaux métropolitains italiens et de troupes coloniales italiennes. Pour les Britanniques, 1000 chars, pour les Allemands 489 chars. Pour les Britanniques, 1200 pièces d'artillerie, pour les Allemands, les Germano-Italiens, 470. Pour les Britanniques, 750 avions de combat, pour les Allemands, 350. Donc le rapport de force est tel. Et une fois de plus, Rommel va s'en plaindre à plusieurs reprises, les problèmes logistiques sont tels, parce que où il se trouve, il manque et de munitions et de carburant, et de stock de carburant. Il peut à peine manœuvrer. Et donc le 4 novembre, hein, donc le 23 octobre, 4 novembre, c'est la deuxième bataille d'El Alamein. Et le 4 novembre, contrairement à l'ordre du Duce et du Führer d'ailleurs, hein, il donne l'ordre de repli. Il prend sur lui de donner l'ordre de repli. Dans cette bataille d'El Alamein, donc qui fait globalement de juillet à novembre, hein, avec des pauses très longues, hein, mais vous voyez bien les séquences, que représentent les Français? Ben, finalement, pas grand-chose. Les Français, c'est la deuxième, hein, parce que la première brigade française libre, exfiltrée de Bir Hakeim, elle est en voie de reconstitution et de rééquipement, donc elle n'est pas opérationnelle. Il reste la deuxième brigade française libre, qui a été équipée après la première et qui est arrivée sur le théâtre d'opération d'Égypte à la fin du printemps. Et les Britanniques, et alors là, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, hein, est-ce qu'ils ne font pas confiance ou est-ce qu'ils ne veulent pas mettre les Français au premier rang, mais qu'à aucun moment les Britanniques ne vont mettre sur un emplacement stratégique, sur une position importante. Et cette deuxième brigade française libre, elle va changer d'emplacement quasiment tous les 3-4 jours, elle va se déplacer en permanence, mais toujours à la périphérie du dispositif britannique, au sud du dispositif britannique. Donc en fait, elle voit la bataille d'El Alamein, mais elle n'y participe que marginalement. Il y a 2 jours d'affrontement en tout et pour tout. Donc là, ça pose aussi une question politique. Hein. Est-ce que les Britanniques n'avaient pas confiance dans cette unité-là? Est-ce qu'à l'hiver 42 ou à la fin de l'année 42, ils ne voulaient pas trop pousser De Gaulle? Est-ce que... Bon, voilà. J'avoue que j'ai pas assez creusé pour avoir la réponse, mais c'est quand même intéressant. Il n'empêche que, là aussi, les Français représentent de l'ordre de 3000, 3500 hommes sur 200 000. Donc on est bien dans la contribution politique, symbolique presque, à l'ensemble des opérations. Enfin, et je ne veux pas les oublier, vous avez tous entendu parler des Long Range Desert Group, hein, de ces commandos, quelques véhicules qui partaient loin sur les arrières des Germano-Italiens, globalement à partir de 1941, hein, qui sont à l'origine en partie des SAS, hein, et qui menaient des opérations coup de poing, hein, des raids sur des aérodromes, bon, des choses comme ça. Il y a une composante française, hein, effectivement, il y a quelques commandos français qu'on va retrouver ensuite dans les SAS d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne seront pas morts ou prisonniers. Mais là aussi, donc, ces unités partent des positions, font un vaste mouvement par l'intérieur du désert, et puis vont attaquer un aéroport à Benghazi, où ils vont aller jusqu'à Tripoli, hein, ils vont aller jusqu'à attaquer Tripoli. Mais on est dans une participation plus symbolique, hein, que numériquement significative. C'est quelques véhicules, il y a 2 ou 3 noms de lieutenants et de capitaines qui émergent, français je parle, hein, qui émergent dans ce dispositif, dans ces opérations-là, avec de vraies actions d'éclat, hein, avec de vrais actes d'héroïsme, mais qui
pris dans la masse de l'ensemble des opérations, représente finalement assez peu de choses. Quelques avions détruits au sol, quelques camions. Alors, je disais qu'on est avec cette campagne-là, et puis j'en arrêterai là, comme ça je serai dans mon créneau, dans quelque chose d'éminemment politique. Bien sûr. Les aspects militaires, j'en ai évoqué très rapidement quelques-uns. Vous avez vu tout à l'heure le renseignement, la logistique, la conduite des opérations, l'organisation d'état-major, le déploiement des forces, etc. Donc il y a de vraies études militaro-militaires à faire. Hein. Mais il y a également tout l'environnement. Et on sait bien qu'à cette époque-là, le général de Gaulle a impérativement besoin de conforter la position de la France libre, à la fois par rapport aux autres, par rapport à Alger, par rapport à... Bon, etc. Et puis par rapport aux Alliés, par rapport à Churchill, par rapport à Roosevelt. Et donc il y a une vraie utilisation de la bataille de Bir Hakeim. Et le dire, c'est pas dénigrer les combats en eux-mêmes. Hein. On reconnaît tout à fait que c'était une bataille extrêmement dure, extrêmement sévère, mais qui est immédiatement utilisée. Dès le lendemain, elle est utilisée. Et avec des mots qui sont significatifs. Hein, Catroux, dans son texte, parle de l'esprit de Verdun. Et dans la mémoire française, l'esprit de Verdun, ça veut dire quelque chose, surtout en 1942. Hein, c'est pas neutre comme propos. De Gaulle, alors vous connaissez aussi la phrase, hein, sur le monde qui a reconnu la France, le rayon de la gloire renaissante, le front sanglant de ses soldats, bon, les phrases ciselées, hein, les adjectifs hyper choisis, dans un français très pur, lyrique, etc. etc. Hein. Et puis, il y a d'autres conséquences aussi, qu'on va retrouver très rapidement. C'est l'écho, alors, du fait de l'écho qui est donné par les autorités politiques et les journaux alliés à la bataille de Bir Hakeim, il y a tout de suite un écho en France occupée, avec un maquis, avec un journal de la résistance, etc., qui vont arborer, hein, comme un drapeau, le nom de Bir Hakeim. Donc là aussi, il y a un effet en France occupée. Et puis, je le disais, c'est une question qui n'est jamais posée par mes camarades ou par nos camarades anglo-saxons britanniques, on peut le comprendre, que, à ma connaissance, aucun historien français n'a creusé, mais je crois que ça serait une piste intéressante, parce que j'ai la faiblesse de croire qu'en histoire, rien n'est jamais neutre, rien n'est jamais noir ou blanc, on est toujours dans des nuées de gris, dans des nuances de gris, plus ou moins marquées, mais rien n'est jamais neutre non plus, et le rôle des hommes est essentiel, hein, dans le déroulement des événements, et dans la façon dont les événements sont ensuite présentés. Et je crois qu'il y aurait une piste intéressante à creuser, qui serait en quoi, je résume très brutalement, hein, j'en arrêterai là, en quoi il était intéressant, important, utile pour le gouvernement de Churchill de donner le maximum d'éclat à Bir Hakeim et à la campagne aux affaires d'El Alamein, parce que ça lui permettait d'éviter une autocritique en interne du style de commandement et du travail de son état-major sur place. Mettre en relief l'héroïque résistance française, c'était aussi éviter de s'intéresser à la mise en place des unités et à la première réaction des généraux britanniques à l'offensive de Rommel. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci, c'était tout à fait passionnant et utile à nouveau, parce que cette campagne, effectivement, je pensais bien la connaître, mais ça a remis pas mal de choses en place. Alors, plusieurs choses. Déjà, moi, le premier truc qui me frappe, puisqu'on fait de l'histoire campagne, c'est à quel point on est dans le bricolage au niveau de la planification et même de la conduite. Alors encore plus du côté germano-italien, mais même du côté britannique. Et quand je dis on est dans le bricolage, je le dis dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois dans un sens un peu méprisant, mais également dans un sens admiratif, parce que avec rien, ils arrivent à faire des trucs quand même. Enfin, je vois les germano-italiens. Mais les Français, hein, c'est des sous-officiers de Koenig qui bricolent au sens propre du terme, à l'occasion d'une permission du canon de 75 sur plateau, qui vont bricoler du côté de Tobruk, du côté de la mer, pendant une semaine de permission. Quoi. C'est ça.
Et alors, Un anti-aérien. oui, les FFL. Alors, est-ce qu'on pourrait pas, parce que tu dis oui, la promotion rapide de Koenig, etc. Moi, je serais tenté de dire, cette fois-ci, je vais prendre leur défense un petit peu. Est-ce qu'on ne peut pas les comparer à une armée révolutionnaire d'une certaine façon? Et c'est vrai que dans les armées révolutionnaires, on a des généraux. Regarde, en 1793, on a des généraux de 24 ans. Non. Alors, si je mets ça en relief, une fois de plus, et d'abord j'aurais la plus grande honte à le faire. Il ne s'agit pas de dénigrer les individus, je veux dire, une fois de plus. J'entends bien, Il faut bien le poser comme ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la carrière, un certain nombre de carrières, connaissent un tel coup d'accélérateur en 2 ans, 3 ans, qu'en 1945, la paix revenue. Oui, parce que c'est là qu'on commence à écrire l'histoire. La paix revenue, ces gens-là vont rapidement accéder au poste de chef d'état-major, de représentant à l'OTAN quand l'OTAN va être créée, le commandement des troupes en Allemagne, etc., etc., etc. Tout le monde, je serais tenté de te dire, parce que moi je connais qu'un seul contre-exemple à ça. D'armée où on a vu des types grimper et puis ensuite être rétrogradés. Enfin, il y en a peut-être plusieurs, hein. Je ne connais pas l'ensemble de l'histoire militaire de l'humanité, mais j'en connais qu'un. L'armée américaine après la guerre de sécession. Oui, oui. Après le Vietnam aussi. Oui, puis la France de 70, oui. Oui, commission de révision des grades. Hein. Oui. Ah d'accord. Si, non, mais D'accord. D'accord. On l'a eu, nous, avec la commission de révision des grades en 1871. D'accord. Parce que je savais que Custer, par exemple, était général de division, je crois, pendant la guerre de sécession, a été rétrogradé de 2 ou 3 grades avant de remonter ensuite. Non, mais que le grade soit mérité pendant la campagne, je ne le mets pas en doute. Bien sûr, bien sûr. Je le constate, non, mais je reviens à cette histoire de... Pardon, oui, vas-y. Là où je réagis un peu en historien, c'est-à-dire systématiquement, avec un œil critique, hein, parce que c'est le propre de l'historien, c'est quand celui qui était capitaine en 40, qui est général à une fonction clé en 45... Leclerc aussi était capitaine, si je ne me qui est général à une fonction clé en 45, rédige des souvenirs, des mémoires, des témoignages, etc., en 46, évidemment, sur lequel va s'appuyer toute la bibliographie ultérieure. Bien sûr. Bien sûr. Non mais évidemment. Voilà, donc là je manie avec prudence. Mais évidemment, voilà. Évidemment. C'est tout à fait. Non, je reviens à cette histoire de planification, tout ça. Je constate que tout ce qui est planification, travail d'état-major, logistique et tout ça, il y a une faiblesse. Ça veut dire qu'on est vraiment, tu connais mes marottes, on est dans la préhistoire de leur opératif. Hein. Vraiment, là, ils sont... Oui, et je dis ça, encore une fois, dans les deux sens, aussi bien méprisant qu'admiratif. Alors, pour les germano-italiens, c'est très net, en dépit des discours italiens, et en dépit de ce que Hitler dit à Rommel, le front d'Afrique du Nord, le front africain pour les Allemands, reste un front totalement secondaire. Totalement secondaire. Pour les Britanniques, c'est différent, puisque il y a eu les événements d'Irak, il y a eu les événements de Syrie, il y a la percée allemande vers le Caucase, il y a une espèce de vision géostratégique fantasmée par certains côtés. La prise de la Crète aussi. Oui, la prise de la Crète, etc. Donc, il y a cette espèce de crainte que le verrou égyptien et donc le canal de Suez, la vieille artère jugulaire de l'Empire, que le canal de Suez tombe. Avec derrière un effet domino, avec derrière... donc pour les Britanniques, c'est le seul vrai front actif à l'époque. C'est le seul vrai front actif pour eux. Ils y mettent énormément de moyens. J'ai donné quelques chiffres. Hein. Si on faisait le total cumulé du nombre de matériels qui ont été débarqués entre Port Saïd et Alexandrie, c'est par milliers, quoi, hein, ou dizaines de milliers. Dizaines de milliers. Donc ils y mettent énormément de moyens. Ils y concentrent énormément de troupes. Mais paradoxalement, et là ça peut nous renvoyer à Haig pendant la Première Guerre mondiale, ça peut nous renvoyer à beaucoup de choses. Hein. Alors là, ça serait une étude à faire sur le commandement et l'exercice du commandement en opération dans l'armée britannique. Cette énorme masse, cet énorme réservoir de troupes et de matériel
qui est concentré sur les berges, sur les rives du canal de Suez et dans le delta du Nil, on va le dire pudiquement, semble pour le moins assez mal employé. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Voilà. Tout Et à donc, fait. c'est au niveau de l'état-major du Caire, des commandements de l'armée britannique du désert occidental, qu'il y a un vrai problème. Je pense. Alors, sinon, pour Bir Hakeim proprement dit, bon, tu as dit en partie ce qu'il fallait dire. Moi, je pense que oui, c'est vrai, objectivement, c'est un tout petit, c'est une petite bataille. C'est pas ça qui a permis aux Britanniques de gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais je dirais qu'à la limite, le fait qu'une instance politique s'empare d'un événement, même d'un micro-événement, pour faire monter les œufs en neige, c'est de bonne guerre. Oui, bien sûr. C'est parfaitement de bonne guerre. On en a besoin déjà dans l'absolu, et puis a fortiori là où on est dans une situation, mais après l'humiliation, bon, après tout que... Ce qui est tout de suite mis en avant, hein, donc je parlais de l'esprit... Parce que, attends, je termine, excuse-moi, mais c'était important par rapport aux Britanniques, par rapport à la France en interne, etc. Je pense que, point de détail, c'était important par rapport aux Français libres eux-mêmes. Le fait qu'ils aient une victoire pour eux. Alors, on a deux aspects. Comme ça a été dit tout de suite, c'est la première fois depuis juin 40 qu'une unité constituée, organique, réglementaire, avec des chefs français, etc., résistait à des assauts allemands. Donc ça, fondamental. Rien que ça. Fondamental. Et puis, il y a un deuxième aspect. Tu emploies toi-même le mot victoire. Hein. Oui, mais bien sûr que ce n'en est pas une, je sais bien. Non, tout à fait, tu as raison. C'est une belle et longue résistance. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Et ça ne se termine pas par une victoire. Non, non, bien sûr, tout à fait. Par contre, c'est immédiatement présenté comme tel. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est là qu'il y a l'articulation. Tout à fait. Tout à fait. C'est là qu'il y a une bascule, oui, oui. Il y a un tour de passe-passe. Non, non, c'est vrai. Parce qu'il était utile aux politiques. Absolument, absolument. Mais moi, je pense justement justifié. que pour comprendre les campagnes et les opérations, il ne faut plus penser qu'en termes militaires. Parce qu'on peut très bien imaginer, au niveau d'une campagne et d'une opération, de faire une action. Là, je suis même dans l'absolu, hein, j'ai quitté la Libye, là. Hein, de faire une action qui, militairement, n'ait pas de sens. À la limite, pourquoi pas. Si elle a politiquement un sens. Why not? Alors maintenant, effectivement, c'est vrai que c'est une défaite, objectivement. Cela dit, est-ce que, mais ça c'est pas apporté au crédit des Français libres, c'est plutôt apporté au débit de Rommel. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu une véritable, alors avec 50 000 guillemets cette fois-ci, victoire, parce que comme des idiots, ils se sont bloqués dessus pendant 3 semaines et ils ont perdu du temps. Moi, tout ce que j'ai pu lire, et ça fait quand même... j'ai pas fait de bouquin là-dessus, mais j'ai quand même fait 3 ou 4 articles différents. Et depuis 7-8 ans, je travaille régulièrement sur cette campagne-là. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'avec le mode de fonctionnement habituel, entre guillemets, qu'on reconnaît généralement à Rommel, capacité d'adaptation, contourner l'obstacle, etc., etc. Là, il a été vraiment... qui est cette espèce d'abcès de fixation. Alors, il peut y avoir une explication, c'est qu'il n'est pas lui-même sur le point. Il n'est pas lui-même sur la zone. Hein. Il y arrive qu'au dernier moment. Il est plus en retrait. Ça peut être une explication. C'est, toutes choses étant égales par ailleurs, hein, comme les maréchaux de Napoléon et l'empereur, ces subordonnés qui ont géré ça de façon très classique, ou de façon très, très procédurière et très routinière. Et puis il peut y avoir une deuxième explication, qui est que il est pensé de jour en jour que les Français allaient tomber le lendemain, allaient capituler le lendemain. Et qu'il se soit dit de jour en jour, bon, on a encore perdu une journée, mais demain on passe. Et que finalement, son pari se soit révélé faux. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'objectivement, il perd plus d'une semaine. Hein. Voilà, par rapport à la planification de son propre état-major sur la progression de son aile sud, de son aile droite, il perd une semaine. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? S'il y en a, vous me demandez le micro parce qu'on enregistre et on a besoin de passer par le micro. Donc
les Britanniques étaient focalisés sur la défense de Tobruk et donc les Français étaient placés au sud. Est-ce que dans l'esprit des Alliés, c'était une position mineure au départ ou est-ce qu'ils s'attendaient vraiment à ce qu'il y ait une attaque sérieuse là et donc les Français étaient délibérément mis en avant dès le départ? Non, je pense que dans la conception britannique de la manœuvre, alors il n'y a pas que Bir Hakeim, il y a 3 points un petit peu identiques qui sont des bases comme ça dans le désert. Ils étaient plus là, presque en sonnette, pour une première réaction dans l'hypothèse où les Allemands passeraient par le sud, mais que vraiment la priorité des Britanniques, c'était la route côtière et c'était l'axe de Tobruk. C'était vraiment leur priorité. Je n'ai pas lu quelque part, nulle part, qu'ils aient envisagé au départ que l'action de force majeure viendrait par le sud. Merci. Dans la relation de la campagne et du politique, le moment où par contre le politique plombe la campagne, c'est au printemps 41, quand Churchill, sans en avoir les moyens, retire les forces à Wawel pour aller en Grèce, pour défendre la Grèce, etc. On est d'accord. Ça, je ne l'ai pas abordé parce qu'on était avant. D'où finalement, le premier commandement anglais était peut-être pas plus mauvais que plus tard. Wawel a été planté par Churchill et puis il a perdu aussi. Alors ça je ne l'ai pas évoqué, mais il a perdu O'Connor qui aurait été plus capable d'affronter Rommel que Ritchie ou je ne sais pas qui. Enfin, ouais, on est presque dans l'Uchronie là. Non mais effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais au printemps 41, au début du printemps 41, quand Churchill s'aperçoit que les Grecs résistent bien et qu'il y a peut-être une possibilité d'aller soutenir l'armée grecque, il retire des troupes d'Égypte pour renforcer, pour envoyer des éléments dans les Balkans, ce qui va manquer d'autant au commandement britannique sur place. Ouais. Oui, je voudrais revenir à la comparaison entre l'armée de la Convention et cette armée-là. Quand on étudie une campagne, l'un des premiers problèmes dans beaucoup de campagnes, c'est qu'il faut créer une armée, à partir quelquefois de rien du tout. En 92-93, les révolutionnaires ont eu à créer une armée à partir de pas grand-chose, et on s'aperçoit que je me suis intéressé à l'armée sur la frontière franco-espagnole, l'armée de la Révolution sur la frontière franco-espagnole, on s'aperçoit que des capitaines de l'armée royale de 89, encore capitaines de l'armée révolutionnaire, parce qu'on n'avait pas trop confiance en eux, en 92, se retrouvent général commandant l'armée des Pyrénées occidentales en 94, et c'est Moncey, qui était inspecteur de la gendarmerie, et on s'aperçoit qu'avec lui, il y a d'autres officiers très subalternes de la petite roture de l'armée royale qui deviennent chefs d'état-major, etc., ou commandant de division, et ce sont des gens qui ont une culture militaire énorme. C'est toute évidence des gens qui ont beaucoup travaillé intellectuellement, qui connaissent Guibert par cœur, et quand il s'agit de faire du travail d'état-major, ils savent faire et ils savent former leurs officiers d'état-major. Alors certes, avec des problèmes d'état-major qui sont loin d'égaler la difficulté, parce que vous êtes passé très vite, mais effectivement, parce que Rommel, c'est beaucoup ses problèmes, et je crois que Tobruk, c'est lié à un problème de ravitaillement. Il a besoin du port de Tobruk, et c'est pour ça que les Anglais ne veulent pas lâcher Tobruk, parce qu'ils savent que Rommel est épuisé, parce qu'un camion qui part plein d'essence, enfin dans la caisse, avec 3 tonnes d'essence dans la caisse, arrive en ligne, il a dépensé ses 3 tonnes d'essence et il a amené une caisse de grenades. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. À l'opposé, ici, je reviens à l'armée française, la BFL, on s'aperçoit que ces gens sont des conducteurs d'hommes, des chefs, des leaders, pour prendre un terme à la mode, qui font qu'effectivement, ils sont capables de capitaine de devenir général de brigade et d'entraîner à l'assaut une brigade, mais qu'à l'opposé, quand il s'agit de planifier, et c'est un travail de planification très difficile, une sortie d'un centre de résistance pour aller vers l'arrière, eh bien, il n'y a plus personne, parce qu'ils ne savent pas commander, prévoir, planifier,
et donner tous les ordres. Et en revanche, vous apercevez que, c'est vous qui l'avez raconté, que pendant une semaine, des types refluent, ce qui fait que les combattants individuels, les petits chefs, eux, ont été capables de conduire leurs hommes pendant une semaine à travers les forces allemandes et à se replier, alors que l'état-major de la brigade a été incapable de planifier. Donc il y a un vrai problème quand on constitue une armée, c'est qu'il faut non seulement des professionnels du combat, mais il faut des professionnels de la planification opérationnelle, de la planification tactique, et que c'est un métier qui, souvent dans la force, est négligé ou maltraité, et qui en fait est tout aussi important que le chef charismatique qui, tel Napoléon à Arcole, va emporter les troupes derrière lui. Oui. Alors, de façon générale, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, j'en reviens, je crois que c'était Buat, le général Buat, qui en 19 ou en 20 disait on ne peut pas dissocier le commandement, l'état-major, les troupes et les services. Et le commandement et l'état-major, c'est une seule et même chose. Et qui expliquait bien ce rôle de travail d'état-major et l'importance que ça peut revêtir, que ça peut avoir dans certaines circonstances. Donc j'abonde là-dessus tout à fait dans votre sens. Je dirais, quand je mets le doigt sur des carences, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte du moment, c'est-à-dire que depuis 15 jours, ils sont encerclés, ils sont soumis à un feu quasiment continu, que toutes les réserves s'épuisent, qu'il n'y a pas véritablement d'état-major au sens où on l'entend organisé par bureau, ces 3 officiers qui travaillent ensemble, quoi, etc., etc., etc. Donc, et que la décision a été prise presque au dernier moment. La décision effective a été prise presque au dernier moment. Donc, il y a tout un contexte qui fait qu'on peut concevoir ou on peut admettre que ça a été plus ou moins bien planifié. Il n'empêche qu'on se doit de le constater, et il n'aurait peut-être pas été, ou les choses se seraient peut-être passées moins difficilement si, et là je m'appuie sur ce que dit le capitaine Gravier, et bon, je vous ai expliqué dans quelle situation il se trouvait par rapport à Koenig, si au moins un ordre initial clair avait été donné. Ensuite, le sapeur, le fantassin, l'artilleur, le ceci, le cela, chacun connaît assez bien son métier et ses hommes pour gérer son dossier, si j'ose dire, pour faire ce qu'il a à faire à son niveau de responsabilité. Mais visiblement, ce que fait ressortir le patron des sapeurs, c'est que l'ordre initial est à la fois trop tardif, insuffisant et flou. Alors là, ça devient difficile, quoi. Donc c'est vraiment sur l'ordre initial que porte la critique, quoi. J'ajouterais que son petit état-major n'avait pas besoin d'ordre pour, à l'avance, préparer le repli qui, on le sait, est la chose la plus difficile à conduire. Ouais. Or, c'est bien le métier de l'état-major, et on a des exemples français récents qui montrent qu'au contraire, il semble que les états-majors aient vachement bien bossé. De travailler sur des hypothèses. De travailler sur des hypothèses, et quand on est encerclé comme ça, on se dit, il va falloir se replier, donc on prépare techniquement le repli. Et puis le jour où l'ordre arrive, même s'il est flou, bien, si on a eu l'idée 48 heures avant de commencer à travailler la technique, on s'en sort. Donc, mon idée, c'est effectivement, non pas du tout de critiquer ces braves types qui sont des vrais héros parce qu'ils ont fait bien un cap, je n'aurais pas fait, mais de bien en tirer une leçon sur le fait que l'officier d'état-major n'a pas besoin d'être un héros, il a besoin d'être un bon technicien, il faut le préparer, il faut qu'il s'entraîne, il faut que... J'abonde dans votre sens. Là, j'abonde dans votre sens. C'est surtout pas moi qui dirais le contraire. Là. Mais effectivement, faut le rappeler aussi que, enfin moi, c'est un officier qui m'avait expliqué ça il y a bien longtemps, que le décrochage est une des opérations tactiques les plus casse-gueule qui soit.
plus difficile. Donc là, c'est même pas un accrochage, c'est une exfiltration de Big Force. C'est une sortie de Big Force. C'est encore pire, bien sûr. Bien, pour une fois, on est à l'heure. Donc voilà. Donc merci à Rémi Porte. Merci de m'avoir invité. Et puis rendez-vous donc le mois prochain, le 23 avril, où nous parlerons, si tout va bien, de campagne, alors cette fois-ci aérienne. Parce que voir comment la notion de campagne s'applique à la guerre aérienne. Voilà. Bonne soirée à tous. Vietnam. Pour ceux qui n'auraient pas noté l'indication que donnait Laurent en introduction, c'est guerre et conflit au pluriel. Voilà.